Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Heureuse de vous retrouver. Cette semaine, Éco-Débat s'attelle à la problématique des entreprises défaillantes. Et tout de suite, sans plus attendre, l'édito. Chaque année, on nous parle de l'indice très scruté, voire appréhendé de la Banque mondiale, l'indice Doing Business, alors qu'au Maroc, pour beaucoup de nos PME, TPE, il s'agit plutôt de business survival, ou de la survie de son business. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les chiffres des performances ou des contre-performances des entreprises qui le disent. Alors oui, la fibre entrepreneuriale a séduit et 2017 s'est achevé sur la création de 36 000 entreprises au Royaume. Mais parallèlement, 8 000 ont mis la clé sous la porte et l'horizon ne promet pas de s'éclaircir pour l'année en cours. Des entreprises défaillantes qui ne survivent pas aux aléas de l'entrepreneuriat, opprimées sous le poids de leurs dettes, trop de factures impayées ou aussi à cause d'une gestion pas nécessairement bien pensée. Accompagne-t-on suffisamment une entreprise pour qu'elle ne coule pas? Éviter la liquidation judiciaire, on y songe très sérieusement du côté de l'exécutif, mais les banques vont-elles suivre? Car comme sa grande sœur, la Banque mondiale, le FMI urge de fluidifier le marché de la dette secondaire pour stabiliser le secteur bancaire et améliorer le recouvrement des créances financières. Et même là, on a réussi à contourner la loi via des mécanismes d'annulation, les créanciers de la liste des créances afin de retarder l'action en justice. Sous d'autres cieux, on a réussi à développer un modèle de traitement précoce des entreprises en difficulté qui a fait ses preuves, notamment lors de la crise financière. Mais là aussi, comme chez nous, il n'est pas toujours possible d'obtenir l'unanimité des créanciers financiers. Ce soir, décryptage des failles pour mieux appréhender les défaillances de nos entreprises qui, rappelons-le, portent à hauteur de 40% notre PIB national. Avec moi sur le plateau et pour représenter l'entreprise derrière les chiffres de défaillance d'entreprise, Amine Djouri. Vous représentez donc le premier réseau mondial de l'information financière InfoRisk, Dun & Bradstreet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité. Et puis pour tout savoir sur le volet juridique et autres, Maître Mohamed Olkhouir, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Khadija, merci beaucoup Alors, donc pour votre vous invitation. Êtes avocat d'affaires, bienvenue encore une fois, au barreau de Tétouan plutôt. Alors, tout d'abord, avant de commencer la discussion à ce sujet qui intéresse plus d'un, je vous propose de regarder ce reportage qui est signé Kautar Dahdouh et Faisal Abrouche. La croissance repart à la hausse. Les indicateurs économiques semblent être au vert. Pas tout à fait, à en croire les dernières analyses d'Euler Hermès. À l'ombre des bons chiffres de la reprise économique se cache une tendance inquiétante, celle de la hausse flagrante des défaillances d'entreprises. Et ce sont les PME qui prennent la tornade de plein fouet, beaucoup plus violemment que les TPE, les très petites entreprises. Chez les startups, par exemple, le défaut de paiement constitue la première cause de défaillance. Amine Fassifihri et Salma Tazi dirigent chacun une start-up spécialisée dans les technologies de l'innovation, deux structures parmi d'autres dont la majeure partie des ressources est affectée à éponger les impayés. Les process de paiement sont très lents. Donc ils sont pas adaptés en tout cas aux startups. C'est un modèle classique et ils sont pas agiles, ils sont pas rapides. On est dans le classique. Alors et aujourd'hui, comme vous savez, au Maroc, c'est les mentalités qu'il faut changer. Aujourd'hui, on devrait plutôt faire confiance aussi aux startups, leur donner leur chance parce qu'ils apportent en tout cas du sang neuf en tout cas pour les entreprises en termes d'innovation. Aujourd'hui, les délais de paiement sont des délais qui sont négociés à l'avance, que ce soit un délai de paiement de 30 jours, 60 ou 90 jours, mais ça reste quand même, c'est contractuel, mais au niveau de la pratique, on arrive à des délais de 30 jours qui passent, des délais de 30 jours passent à 60 ou des délais de 60 passent à 90 jours. Cela peut mettre en péril les petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir à ces dépenses-là. Comment éviter la défaillance tant redoutée par les entrepreneurs? Même les experts restent perplexes devant le phénomène car il a pris ces dernières années une ampleur planétaire. C'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui est récurrent depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de défaillances d'entreprises qui est au Maroc, elles sont en constante augmentation depuis une dizaine d'années. En 2015, elles ont augmenté de 10%, en 2016 de 10%, en 2017, elles continuent à 10%. Donc là, on est à peu près à 8500 défaillances par année, enfin sur l'année 2017. Et en principe, elles devraient continuer à augmenter.
Mais en fait, c'est l'économie mondiale qui change. Donc on est en train de passer sur une économie qui est de plus en plus se tourne vers le net. Donc on remarque qu'il y a un certain nombre de secteurs qui disparaissent et d'autres qui se créent. Par exemple, tout ce qui est commerce commence à disparaître pour devenir totalement digitalisé. La digitalisation serait-elle la clé du succès? Les entreprises marocaines qui se sont lancées dans le e-commerce semblent en tout cas tirer leur épingle du jeu. Mais selon ce chef d'entreprise, personne n'est à l'abri de la défaillance. Il faut savoir qu'on évolue tous dans un écosystème. Si on est défaillant, nous, c'est que tout l'écosystème, on aura le retour de la médaille par la suite. Et certainement, si une entreprise qui paie mal ses fournisseurs ou ses partenaires finira par aussi se faire mal payer par ses partenaires à elle aussi, parce qu'on est dans un cercle, on est dans un écosystème. À l'heure où l'économie mondiale tente de s'adapter aux impératifs de la digitalisation, les experts appellent à la vigilance. Cette dynamique a de fortes chances de se confirmer avec à la clé un risque d'effet domino potentiellement destructeur. Quel sera donc le sort des PME dans ce scénario de défaillance alors qu'ils constituent le pilier de l'économie marocaine ? Nous tenterons en tout cas d'imaginer les scénarios possibles pour nos PME et TPE. Mais avant tout, messieurs, j'aimerais entamer la discussion avec vous d'un côté pédagogique. Comment, d'abord, on définit la défaillance d'une entreprise, et je m'adresse à Amine Diouri, d'une manière entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'une entreprise défaillante ? Alors, d'un point de vue purement juridique, une entreprise défaillante, c'est une entreprise qui est soit en redressement judiciaire, soit en liquidation. Maintenant, concrètement, comment ça se traduit au niveau de l'entreprise entrepreneuriale ? Voilà. C'est avant tout un problème de solvabilité, c'est-à-dire que l'actif disponible de l'entreprise, je parle trésorerie, l'actif disponible n'est pas suffisant pour faire face au passif exigible de l'entreprise. C'est-à-dire d'un côté mon actif, c'est-à-dire le poste banque, et de l'autre côté, toutes mes dettes, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir payer ces dettes. Et c'est à partir de ça que se juge l'insolvabilité d'une entreprise. Est-ce qu'il y a un seuil aujourd'hui pour considérer que l'entreprise est défaillante, Mohamed El Khouir, ou des fois on a recours justement à dire que je mets l'entreprise en liquidation judiciaire, comme vous le citiez, et je considère que l'entreprise est défaillante? Non, on n'a pas un seuil spécifique qui serait posé par la loi ou même par d'autres normes de quelque type que ce soit. Non, c'est comme cela a été indiqué, c'est le fait d'avoir un passif immédiatement exigible. Donc on doit régler des fournisseurs, un certain nombre de dettes, l'État, les administrations, on doit régler ces dettes. Et l'actif disponible, donc ce qui est immédiatement mobilisable pour répondre à cette dette, ne permet pas de désintéresser tout le monde. Et donc on se retrouve en situation de cessation des paiements. On est dans l'impossibilité de payer ses créanciers. Et donc c'est cette situation-là qui caractérise l'entreprise en difficulté d'un point de vue strictement juridique. Après, il y a les autres paramètres économiques, financiers, parfois réglementaires. Mais pour ce qui concerne la partie juridique, c'est uniquement ces éléments-là. Et à partir de cette situation-là, normalement, on le verra au cours de l'émission, mais normalement, le chef d'entreprise, le dirigeant, a l'obligation, quand il est confronté à cette situation, de ce qu'on appelle de manière assez prosaïque, déposer le bilan. Donc il doit constater qu'il ne peut plus continuer à gérer l'entreprise de cette manière-là. Et donc on a recours à ces procédures collectives qui, elles, doivent permettre d'essayer de sauver cette entreprise s'il est encore temps. Et s'il n'est pas possible de sauver l'entreprise, de permettre de désintéresser, dans la mesure du possible, les différents créanciers en liquidant les différents biens de la société. Alors, nous allons revenir justement aux créanciers, également à ce que l'exécutif, comme je le disais dans mon édito, compte faire pour, en tout cas, appréhender ces entreprises défaillantes. Alors, je reviens à présent à cette étude qui a été menée donc, par Inforisque, reprise par Hermès, détrompez-moi si je me trompe. C'est exact. Alors, vous avez parlé de critères, Mohamed El Khouir. Quels sont les critères qui ont été pris en compte? Est-ce que pour mener cette étude, il y a une espèce de canevas international, universel, ou adaptez-vous justement ce canevas aux particularités marocaines? Alors, le canevas, c'est plutôt un canevas lié au positionnement d'Inforisque, c'est-à-dire que nous sommes spécialisés sur tout ce qui est personne morale.
Donc évidemment, nous allons étudier l'environnement des personnes morales. Et c'est suite à cela, donc on comptabilise, on a une cellule production qui tous les jours va collecter l'information légale liée à ces redressements, liquidations judiciaires. C'est à partir de là qu'on comptabilise le nombre de défaillances d'entreprises annuelles. Alors avant de parler de défaillances d'entreprises, j'aimerais revenir à ce chiffre d'Elistebad en régie. Donc 36 000 entreprises ont été créées en 2017. C'est en hausse, le chiffre est en hausse clairement. Oui, clairement, on voit qu'il y a un esprit entrepreneurial qui s'accroît d'année en année. On voit encore plus sur ces 2 dernières années une progression de l'ordre de 8-9%. Donc on est vraiment sur des rythmes intéressants. En même temps, on a tout fait pour favoriser cet esprit. Donc par exemple, la mise en place du statut de l'auto-entrepreneur qui, par des facilités administratives, comptables, juridiques, permet de créer très rapidement et très facilement son entreprise. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on regarde un peu plus loin et qu'on compare les défaillances et les créations d'entreprises, on se rend compte d'une chose, quand on fait le parallèle, c'est qu'il y a 10 ans, il fallait 10 entreprises créées pour une entreprise défaillante. 8 ans, 9 ans après, c'est une entreprise défaillante pour 4 créées seulement. C'est-à-dire qu'on a vu un rythme de croissance beaucoup plus important des défaillances d'entreprises par rapport à celui des créations. Alors, quand vous dites en fait que le rythme des défaillances d'entreprises, comme il est stipulé dans cette infographie de votre cabinet, les défaillances ont grimpé de 228%. Est-ce qu'on n'a pas vu cela venir? Est-ce qu'on n'a pas vu que la courbe est ascendante? Et est-ce qu'on n'a pas pu faire quelque chose justement pour rattraper le coup? Je vais faire preuve d'un peu de mauvaise foi, mais je vais dire que ceux qui n'ont pas vu ce phénomène arriver n'ont pas voulu le voir. Parce que c'était absolument latent. Il suffisait de regarder l'évolution des délais de paiement. On a fait quand même une loi en 2011. Parallèlement à cela, on a vu les défaillances augmenter. Donc je rappelle, sur ces 8 dernières années, ça a augmenté de 16% en moyenne, pas simplement 10, mais 16%. Donc oui, si on n'a pas vu ce phénomène récemment, c'est qu'on n'a vraiment pas voulu voir les défaillances arriver. Et malheureusement, tant qu'on ne fera rien sur la cause principale de ces défaillances, à savoir les délais de paiement, on pourra continuer à voir ces taux augmenter. Et je rappelle une chose quand même, je parlais de défaillance personne morale, mais je rappelle que l'environnement global de l'entreprise, il y a quand même 3 fois plus d'entreprises individuelles qui ne sont pas comptabilisées, mais qu'on sait... C'est important de soulever ce point, parce qu'on ne parle que de personnes morales dans ces chiffres. Il Exactement. y a 36 000 sociétés de personnes morales et non de personnes physiques, ce qui pourrait représenter peut-être une assiette beaucoup plus grosse. Bien sûr, l'assiette est déjà 3 fois plus importante pour les personnes physiques par rapport aux personnes morales, et on sait que à 99%, ces entreprises individuelles sont des TPE. Donc aussi, je veux dire, il n'y a pas de différence entre un commerçant personne morale et personne physique. Ils sont parfois dans le même quartier, ils font la même activité, c'est leur statut qui change, mais leurs difficultés sont exactement les mêmes. Donc on peut très bien imaginer que ces difficultés s'appliquent aussi aux entreprises individuelles. Et il ne faut pas oublier aussi les sociétés mises en sommeil, chose qu'on comptabilise, mais séparément des différentes entreprises, puisqu'il n'y a pas d'acte juridique pour déclarer un redressement ou une liquidation. Peut-être ce n'est qu'une partie, ces 30 000 justement défaillantes, qu'une partie de l'iceberg, sans toutefois compter sur l'informel, ou en tout cas c'est ce qui est formel, Mohamed El-Khouer. Oui, tout à fait. Ça concerne effectivement que le secteur formel et que les personnes morales. Donc ça nous donne un indicateur cependant de la gravité de la situation et du fait que déjà au sein des entreprises les plus organisées, puisque c'est celles-là dont il s'agit, et celles qui essayent de faire face à l'ensemble de leurs obligations légales, réglementaires, comptables, elles sont touchées de plein fouet. Alors, certains évoquaient la crise financière de 2008 et ses répercussions sur le Maroc. On a aussi cette problématique des délais de paiement que vous avez évoqué et qui est aussi un élément très prégnant de ces situations de défaillance. Et on a, vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que personne réellement ne veut voir cela et qu'on n'ait pas de réaction spécifique de la part des pouvoirs publics pour prendre en œuvre et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire face et accompagner ces entreprises. Parce qu'il faut rappeler que cette question de défaillance, on parle de défaillance, c'est déjà un progrès, parce que historiquement, on parlait plutôt de faillite. Ah oui, c'est vrai. Et souvent, la faillite, elle suscitait l'opprobre et l'infamie pour celui qui en était victime. Et la plupart du temps, alors ça je remonte assez loin à l'Antiquité romaine, on le payait de sa vie.
Et souvent, et ce n'est pas une image, on désintéressait les créanciers en partageant entre eux le cadavre du débiteur. Donc c'est ça la réalité. Mais c'est important de connaître cela pour voir qu'on va avoir une évolution qui fait que petit à petit, on s'éloigne de cette notion de défaillance ou de faillite comme une sanction et une faute commise par l'entreprise ou le gestionnaire pour arriver maintenant à des situations, on va parler justement de défaillance et de défaillance qui peuvent être multifactorielles. Donc la mauvaise gestion ou la gestion insatisfaisante des dirigeants, oui, mais parfois aussi le contexte économique global, les crises, l'insécurité que l'on connaît. Donc il y a un certain nombre de facteurs. Et ça va rejaillir d'un point de vue juridique. Quand vous parlez d'insécurité, juste pour préciser, c'est-à-dire qu'on c'est plutôt sur le volet financier, on ne parle pas ici de climat des affaires. Non, il est plutôt global. Non, quand je parle d'insécurité, c'est pour le coup vraiment au sens générique et large. L'insécurité, ça peut être, par exemple, on a eu malheureusement au Maroc et dans d'autres pays du monde, des actes terroristes. Ces actes terroristes ont impacté de plein fouet le secteur touristique. Et donc ça a permis... Ça remonte à quelques années quand même. Enfin, en oui, tout cas, vous savez, comparé au reste des pays de la région, c'est pas que... La Tunisie, ça a marqué encore plus lourdement la situation en Tunisie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette sécurité au sens large, c'est... Donc la sécurité juridique, financière, mais aussi la sécurité physique. Alors on a la chance aujourd'hui au Maroc de vivre dans une relative sécurité et de ne pas se rendre compte que c'est un élément fondamental, mais c'est très important pour les entreprises. Au-delà du tourisme, les investisseurs étrangers choisissent le Maroc. Et justement, c'est pour ça qu'il y a ce fameux indice du Doing Business qui compte plusieurs critères, dont la sécurité. Nous allons revenir au Doing Business. Vous évoquez un point très, très important. On parle d'arsenal juridique ou d'arsenal de réformes qui sont ou qui ont été amorcées par l'exécutif pour justement assainir ce climat des affaires. Il y a, dans la présentation de la feuille de route du nouveau ministre de la Justice, pas si nouveau que cela, Mohamed Aoujar, qui a rappelé, je cite, la réforme du livre 5, l'une des priorités pour l'assainissement du climat des affaires. Donc, ce projet de loi 98-14 ressort des tiroirs de ce ministère. On veut mettre en place une procédure équilibrée pour garantir les droits corollaires des débiteurs et des créanciers des entreprises. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce livre 5? Pourquoi on veut le réformer? Qu'est-ce qui cloche? Il date de quand? Et puis, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas urgence depuis le moment où il a été ressorti pour la première fois, il y a 4 ans, et là, on le ressort à nouveau? Oui, tout à fait. Alors, le livre 5, c'est justement la partie du Code de commerce. Quand on parle de livre 5, c'est livre 5 du Code de commerce. C'est la partie de notre Code de commerce qui traite de la question des difficultés des entreprises. Et si on schématise, des procédures collectives, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises. Ce livre 5 du Code de commerce marocain, il date de 95. C'est la loi 1595 qui l'a mis en place. Et cette loi, elle avait, dès sa naissance, un vice substantiel, un péché originel qui est le fait de n'avoir été ni plus ni moins qu'une transposition quasi littérale de 2 lois françaises de 84 et 85 sur les procédures collectives. Donc on a en 95-96, on a repris 2 lois françaises de 84 et 85 sans les adapter au contexte et aux réalités économiques marocaines, on les a reprises telles quelles. Et puis on les a reprises en oubliant qu'en France, quand ces lois ont été votées, donc déjà plus de 10 années avant leur reprise au Maroc, quand ces lois étaient votées, elles étaient considérées comme devant être des principes généraux. Et que les méthodes d'application, les modalités d'application, de clarification et d'interprétation devaient par la suite être prises dans le cadre de décrets d'application. Et donc, les ministères successifs en France ont pris un certain nombre de décrets, de textes, donc d'arrêtés, pour pouvoir permettre de clarifier, de préciser les modalités d'application de cette loi. Au Maroc, on ne l'a pas fait. Donc on a des textes très généraux. Il y a eu très peu de décrets d'application et on n'a pas voulu les clarifier. La prévention interne des difficultés des entreprises, par exemple, c'est plusieurs dizaines d'articles et plusieurs dizaines de décrets d'arrêtés en France. Au Maroc, dans la loi 1595, c'est 2 articles, 547 et 548. Donc c'est très limitatif, c'est très sibyllin, très difficile à comprendre, et donc ça suscite des possibilités d'interprétation multiples. Est-ce que ça veut dire que ça ouvre la porte, ou en tout cas ça ouvre une petite fenêtre vers la fraude, plus que finalement pour résoudre les problèmes de défaillance d'entreprise? Éventuellement, mais c'est surtout le fait que on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, si vous me permettez de parler de manière un peu triviale. C'est qu'on a un texte, mais qui n'est, comme je le disais, pas adapté aux réalités économiques, ce qui est quand même quelque chose d'assez gênant et embarrassant.
et aux réalités économiques marocaines. Et deuxième point, qui est très large et pas suffisamment clair et précis pour pouvoir être immédiatement appliqué au Maroc. Donc, dans ces situations-là, comment ça se passe? Normalement, il appartient aux juges, donc aux tribunaux de commerce au Maroc, de pouvoir dire le droit et donner les modalités pratiques d'application de ces textes. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé confronté au Maroc au fait que les tribunaux de commerce aussi ont été créés de manière concomitante, donc sans expertise, de manière aussi récente. Donc, c'est le jeune magistrat qui a un 90 sur sa robe et qui, du coup, doit traiter un texte très compliqué avec des tribunaux de commerce récents et récemment institués. Et donc, on a le choc de novices ou la confrontation de deux absences d'expertise. Et si vous ajoutez à cela le fait qu'à l'époque, nos magistrats des tribunaux de commerce n'étaient pas non plus particulièrement formés à la vie de l'entreprise, aux procédures commerciales, au jargon et au vocabulaire de l'entreprise, ne serait-ce que lire un bilan. Combien de magistrats pouvaient lire un bilan en 95-96 ? Bon, les choses ont bien évolué, ont bien évolué quand même. Ça évolue, mais je me replace dans le contexte de l'époque. Ah oui, mais aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'y viens, c'est que cette loi, donc, rappelons-le, c'est le copier-coller de ces lois françaises, on s'est tout de suite rendu compte qu'effectivement, elle n'était pas satisfaisante. Donc, on a lancé des démarches pour pouvoir la réformer. Mais ces démarches, elles ont été lancées au début des années 2000, pas 2014, mais malheureusement dès le début des années 2000, avec l'appui du gouvernement américain et de l'USAID notamment. l'USAID, oui. Donc, il y a eu toutes les parties prenantes habituelles ont été impliquées, la CGEM, les pouvoirs publics, les représentants des différents ministères. Et c'est resté dans le circuit, en train de mijoter depuis ce moment-là. Et donc, normalement, on nous annonce. Parce que quand je dis que ça a été ressorti en 2014, c'est que ça a coïncidé peut-être avec une annonce majeure. Donc, on ressort un peu ce genre de réforme qui, quand même, est très attendue à des moments assez particuliers. Je voudrais juste faire réagir Amine Diouri, Mohamed El Khouer. Alors, sur cette partie juridique et sur cette partie du Code du commerce, du livre 5 du Code du commerce. En fait, ça se traduit dans les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui rentre en redressement judiciaire, dans 90% des cas, elle finit en liquidation. C'est-à-dire qu'il est déjà trop tard pour soigner le malade. Oui. Donc l'entreprise a de fortes chances de mourir. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, c'est par rapport au créancier. Le créancier d'une entreprise insolvable. Au Maroc, c'est 25%, la possibilité de récupérer s'estime à 25% de la créance due, contre 75% pour les entreprises de l'OCDE. Donc déjà, très faible montant recouvré. Autre problème. Le problème aussi de la justice. Pour une procédure d'insolvabilité, c'est presque 4 ans de procédure. C'est très très long et ça coûte très cher. Ça coûte cher, voilà exactement. Ça rajoute à l'entreprise des frais où elle est déjà, elle survit à peine, où déjà elle est en liquidation. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le classement Doing Business du Maroc classe le Maroc à la 134e place, alors qu'il était beaucoup mieux placé il y a encore quelques années en matière de règlement de l'insolvabilité. Ah, vous parlez que du critère d'insolvabilité. Bien sûr. On est vers la 68e place sur 190 pays. Je ne parle pas du classement global, je parle du classement. Pour l'insolvabilité, il faut juste préciser aussi pour les téléspectateurs. Et donc, ce projet de loi, ce qui est intéressant, c'est qu'il introduit une nouvelle procédure qui est celle de la procédure de sauvegarde, c'est-à-dire essayer d'agir bien plus en amont que ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire le redressement où on voit que c'est déjà trop tard, mais intervenir un peu plus en amont, c'est-à-dire dès qu'on perçoit des premières difficultés, ouvrir une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire protéger, mettre l'entreprise dans une bulle dans un premier temps et essayer de trouver une conciliation entre l'entreprise et ses créanciers, justement pour permettre à l'entreprise de s'en sortir, avec un plan de sauvegarde que le chef d'entreprise devra présenter justement en vue de sauver son entreprise. Présenter à qui ? Au tribunal. Au tribunal. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on est outillé pour avoir ces procédures de sauvegarde ? Je vous propose d'avoir la réponse juste après la courte pause de publicité. Nous reviendrons au débat juste après. Merci de rester avec nous. À ceux qui nous rejoignent, vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui aux défaillances d'entreprises. Juste avant la pause de publicité, nous parlions de cette solution que Amine Diouri proposait, en tout cas pour prévenir le mal de la liquidation judiciaire de nos entreprises. Il s'agit des procédures de sauvegarde. D'abord, de quoi s'agit-il et d'où nous vient cette procédure de sauvegarde ? Est-ce qu'aujourd'hui elle est appliquée au Maroc ?
Alors non, elle devrait entrer en vigueur dans le cadre de la réforme qui nous est annoncée avant la fin du mois de juin. Donc avant l'été, on est censé avoir enfin cette réforme du livre 5 du Code de commerce pour pouvoir justement, vous évoquiez l'indicateur Doing Business, pour que ça puisse être pris en compte dans le Doing Business et aider le Maroc à améliorer son rang global. C'est intéressant que vous parliez de ça. Et puis, on revient à la question. Est-ce qu'on le fait juste parce qu'il y a l'indice Doing Business qui, justement, ou le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui est publié tous les mois de septembre, ou en tout cas octobre. Est-ce que, selon vous, si on prévoit cette procédure de sauvegarde pour juin, c'est pour cela? C'est une des motivations, puisque le but... Le but n'est-il pas de sauver les entreprises? Le but pour le gouvernement à l'heure actuelle, c'est de cocher un certain nombre de cases qui puissent permettre de gagner en termes de climat des affaires. Ça, c'est le but principal. Et cette procédure de sauvegarde, comme je l'évoquais tout à l'heure pour la loi 1595, cette réforme, elle est aussi issue du droit français, des lois françaises 2005 et 2008, qui ont montré leurs limites. Donc, je ne sais pas pourquoi il faudrait en 2018 reprendre quelque chose qui, en France, a montré que ce n'était pas tout à fait satisfaisant. Il y a 10 ans. Donc les choses ont bien changé depuis. Bon, on a gagné du temps, puisque enfin non, quoi que c'est pareil, entre 85 et 95, et puis là, 2008-2018, c'est peu ou prou la même chose. Donc, moi, je ne suis pas convaincu par ces procédures par la mise en place de cette procédure de sauvegarde, tout simplement parce qu'elle n'octroie pas tellement de choses supplémentaires que ce qui est prévu déjà par le DOC en matière de conciliation. Le DOC, c'est le Daïr des obligations et des contrats, l'équivalent du Code civil. On a ces moyens de concilier et de se mettre d'accord avec ses créanciers pour trouver des moyens de les payer et d'honorer ses dettes dans des délais satisfaisants. On a la possibilité de recourir à des délais de grâce auprès des tribunaux. Donc je ne suis pas persuadé que cette procédure de sauvegarde, à elle seule, va permettre de changer quoi que ce soit. C'est tout le référentiel qu'il faudrait changer en s'inspirant d'un certain nombre de réformes faites en France, en Belgique, aux États-Unis. On peut utiliser ce qui a été fait ailleurs, insister sur la prévention, parce que la sauvegarde, on n'est déjà même plus dans de la prévention. Même si, dans le projet de loi, il est clairement indiqué que la mesure de sauvegarde n'est applicable qu'en l'absence de cessation des paiements. Donc on ne peut pas. Si on est déjà en état de cessation des paiements... Il n'y a pas vraiment de seuil, comme on le disait en début de cette émission. Non, il n'y a pas... Pour prévenir. Non, il n'y en a pas. Ça va être vraiment laissé à la discrétion du chef d'entreprise aussi. Et... On doit, à mon avis, plutôt se pencher sur le moyen de renforcer les outils de prévention. Et les outils de prévention, il y en a certains qui existent. Et ça, pour le coup, ça marche plutôt pas trop mal en France. C'est l'alerte par le comité d'entreprise, par les salariés, puisque les salariés d'une entreprise sont aussi concernés par le devenir de cette entreprise. Et on devrait pouvoir leur donner voix au chapitre si eux, ils se rendent compte dans le quotidien de leur société qu'il y a un certain nombre d'éléments graves qui leur permettent de penser que la continuité de l'exploitation est compromise, ils devraient pouvoir alerter le chef d'entreprise, d'abord, pour lui dire on a besoin... Non, c'est important. Non, mais est-ce que ça reste réaliste au vu de nos particularités culturelles, notamment entrepreneuriales? C'est très anglo-saxon, ce concept de bottom to top, en tout cas de faire remonter. Parce qu'après, ce n'est qu'un ressenti des employés, parce qu'ils n'ont pas automatiquement accès aux comptes et aux chiffres de l'entreprise. Non, quand je parlais des employés, je parlais de leurs représentants et le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise existe au Maroc, on a cette institution, et elle pourrait servir à cela. Il n'y a pas de problème d'un point de vue juridique ou légal. Ça pourrait être une de leurs missions. Ce que je veux dire, ça c'est qu'une illustration, mais ce que je souhaite dire, c'est qu'on doit élargir l'éventail des outils et des moyens de prévention et d'action le plus tôt possible. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, si le malade est en phase terminale, on peut faire tout ce qu'on veut, il sera peu probable qu'on parvienne à le sauver, sauf miracle médical. Donc ça arrive, c'est les 10% que vous évoquez, mais dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on le sait, traitons cela le plus en amont possible. L'information aussi, le partage de l'information est fondamental à toute partie intéressée, mais ces mécanismes de prévention avec ces alertes qui iraient au-delà du commissaire aux comptes et de l'associé, on peut l'étendre, à mon sens, à des partenaires avec lesquels on a des liens, il y a la franchise ou des choses comme ça, on peut établir ce système d'alerte ou l'élargir à ce type d'institution. Ça peut être les salariés via le comité d'entreprise. Donc on a des outils pour faire ça. Ça peut être l'État dans le cadre de partenariats publics-privés ou de structures. On a les sociétés de développement local où l'État a une participation. On a tous les moyens. Il faut juste qu'on réfléchisse un peu et qu'on pose un cadre et qu'on ne se contente pas simplement d'aller copier ou coller des textes de loi issus
de parlements étrangers qui, eux, ont fait leur travail et qui ont des textes appliqués à leur réalité sociale et économique. Nous, on doit aussi pouvoir construire des textes qui sont le plus près possible de nos réalités et de nos préoccupations. Alors, est-ce que, je m'adresse à Amine Djoli, justement, est-ce qu'il y a une particularité sectorielle? On parle de prévention. Dans le reportage, l'expert comptable qui a été approché par nos équipes de reportage déclarait que le commerce était un secteur qui allait disparaître. Alors, jusqu'où cette déclaration est-elle réaliste? Alors, déjà, première chose, on constate que effectivement, le commerce est le premier secteur touché par la défaillance d'entreprise et c'est aussi le premier secteur touché par le problème des délais de paiement. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte et à mon avis, un des problèmes principaux dans le commerce, c'est la question de la concurrence déloyale de l'informel. Il faut être clair, en bas de chez moi, par exemple, vous avez plusieurs commerçants avec des boutiques, des patentes, etc. Et puis vous avez les commerçants ambulants qui n'ont rien du tout et qui viennent vendre juste à côté. C'est cette concurrence déloyale qui tue justement et en plus, elle ne paye pas d'impôts. Voilà, donc, en fait, il ne disparaît pas à cause du commerce électronique, mais plutôt de l'informel. Oui, alors le commerce électronique, c'est vrai que c'est une composante importante, le digital, c'est une composante importante pour les entreprises plus structurées. C'est vrai qu'une statistique sortie en France disait que 80% des entreprises défaillantes n'avaient pas de site internet, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, à l'ère du digital, avoir un site internet. C'est le minimum quand on veut vendre des marchandises ou des produits. Mais ce n'est pas, à mon avis, dans le cas du Maroc, la problématique principale. Je pense surtout à la question de l'informel. Très bien. Et quand on parle de l'informel, il y a aussi ce chiffre. 1% seulement des entreprises marocaines exportent. Or, est-ce qu'aujourd'hui, et pourtant nous importons beaucoup, est-ce qu'aujourd'hui il y a assez d'accompagnement pour peut-être encourager les entreprises à exporter et puis à renflouer leurs caisses sur d'autres marchés? Alors, je vais être... Juste pour rester sur le secteur. Oui, non, mais bien sûr. Mais je vais vous dire une chose. En réalité, c'est 1%. Le pourcentage est plus bas parce qu'on parle de 6 000 entreprises exportatrices. C'est le chiffre qui a été avancé par le ministère de tutelle. C'est vrai. Mais derrière ces 6 000 entreprises exportatrices, il y en a seulement entre 500 et 1000 qui exportent de manière régulière. Donc il faut diviser ce chiffre par 10 pour avoir le pourcentage d'entreprises qui exportent de manière régulière. Maintenant, la problématique, elle est à plusieurs niveaux. Il y a un problème de financement. C'est vrai, il faut financer la trésorerie pour aller vendre vers des produits à l'export. Il y a un problème de taille, évidemment. Une petite entreprise, une très petite entreprise, n'a pas la taille suffisante, ne serait-ce qu'en matière logistique. C'est pour ça que le gouvernement a créé un programme en termes de création de consortiums, c'est-à-dire pousser des petites entreprises à se regrouper justement pour pouvoir aller à l'exportation. Ça, c'est une problématique. Un autre problème très important, c'est le problème de l'information. Et c'est pour ça qu'aussi Dun & Bradstreet s'est installé au Maroc, justement pour aider les entreprises marocaines à y voir plus clair. Car aujourd'hui, clairement, vous êtes intéressé par un pays africain ou un pays à l'export, vous avez quand même très peu de chances d'avoir l'information si vous n'avez pas de réseau spécialisé en matière d'information. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Mais au-delà de, justement, puisque vous parlez de l'Afrique, il serait intéressant peut-être de parler d'un exemple africain ou qui, en termes d'assainissement du climat des affaires, et pas juste pour le doing business, mais en tout cas pour recréer une dynamique de son économie. Je citerai par exemple l'exemple du Rwanda, qui est un exemple flagrant de réussite en Afrique. Est-ce qu'il y a des éléments justement à retenir de ces exemples de réussite et qui font que on pousse non seulement la fibre entrepreneuriale pour qu'elle soit plus assise, mais aussi pour qu'elle soit plus pérenne? Il y a une recette, elle est assez simple. C'est la volonté politique de faire des changements de fond et pas du bricolage ou du rafistolage comme on le fait malheureusement trop souvent. Le Rwanda, ils ont fait quelque chose d'assez brutal. Il faut savoir qu'au Rwanda, la langue, c'était le français. Et le président Kagame a considéré que ce n'était pas la meilleure langue pour son pays, alors que la population était francophone et parlait français. Donc en l'espace d'une génération, tout le monde s'est mis à l'anglais. Et ils ont une population maintenant qui est anglophone. De la même manière, du point de vue juridique, ils ont considéré que le droit continental, donc le droit d'inspiration française ou européenne, n'était pas
le plus malléable et le plus souple et le plus adapté au développement des affaires. Donc ils ont préféré coller au droit anglais. Donc ça, ce sont des changements profonds, culturels, et c'est ce type de changement dont on a besoin, je pense, aussi au Maroc, pour pouvoir avoir un modèle, ça a été évoqué, un modèle économique de développement qui soit propre au Maroc. Si on n'a pas ça, non, pour moi, c'est fondamental. Ça a été dit dans une conférence par justement un Rwandais qui était un vrai exemple de réussite, qui disait qu'on ne pouvait pas parler de réussite économique si nous n'avons pas notre propre modèle économique. Or qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, il n'y a pas ce modèle économique qui est propre au pays, mais plutôt importé. Le Maroc ne fait pas exception. Oui, mais c'est ça, mais on a importé. Mais rien ne nous oblige à être dans cette situation-là. On a des institutions, on élit des représentants, donc ils ont la faculté, s'ils le souhaitent, de modifier ce cadre, et on peut le faire. On a un Parlement qui est souverain, qui peut proposer un certain nombre de lois, et on va voir ce qui se passe en France. C'est très bien, c'est bien de faire du benchmark, c'est parfait, mais rien ne nous interdit d'aller voir aussi ailleurs, de voir et notamment, d'ailleurs, l'aspect ironique de cette situation, c'est que le droit français maintenant, et en France, on va voir ce que font les Américains. Pour pouvoir adapter leur droit des procédures collectives. Ça, c'est depuis Sarkozy, parce qu'on connaît le tropisme anglais de l'ancien président. De l'ancien président de la République française. Mais on peut aussi, nous, s'exonérer de cet effort d'avoir à passer par Paris et aller directement sur New York ou Washington et voir ce qu'ils ont fait dans ce Chapter 11, Alors, ce chapitre 11. Ce serait bien qu'on parle de ce Chapter 11 ou chapitre 11. Donc, tout d'abord, il concerne justement les entreprises qui sont en difficulté, et c'est un peu comme si l'État, ou en tout cas l'État fédéral, prenait sous son aile l'entreprise qui ne va pas bien, qui va mal, pour qu'elle aille mieux, ou en tout cas pour qu'elle subisse moins fort ou plutôt mieux l'échec. Oui, alors déjà, il y a aussi une question de mentalité qui est très différente, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Dans notre modèle, et donc dans le modèle européen, mais dont ils ont tendance à s'éloigner de plus en plus, la faillite, c'est un échec. Donc il faut sanctionner, faire en sorte la plupart du temps que ces personnes-là qui ont échoué ne puissent plus jamais avoir d'activité. Donc on avait des déchéances de droits, d'autorisation à gérer des entreprises, etc. Dans le modèle américain, c'est totalement différent. On est sur une logique ils appellent ça le fresh start, ou la seconde chance. On va plutôt parler de seconde chance. Et l'idée, c'est de se dire, vous avez échoué, vous êtes tombé une fois, c'est pas très grave, on va vous aider à relever et repartir. Et en plus, comme vous allez repartir, fort de l'expérience que vous avez acquis du fait de cet échec, voilà, vous serez meilleur et vous allez pouvoir faire mieux fonctionner ces entreprises, éviter les écueils qui vous ont fait chuter la première fois. Et c'est comme ça qu'on a vu des Steve Jobs se relever 5 fois et réussir au bout de la 6e. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit apprendre le plus de ces Américains et de ce Chapter 11, c'est cette possibilité de dire on ne va pas ostraciser celles et ceux d'entre nous qui ont tenté et qui n'ont pas réussi, mais on va plutôt voir comment les accompagner et les aider à repartir. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise au Maroc, malheureusement, si on leur dit l'administration ou la justice ou les tribunaux sont là pour vous aider à repartir, ils ne vous croient pas. Il faut qu'on arrive justement à leur démontrer que le fait d'aller voir un juge au tribunal de commerce ou d'aller voir une administration, on va avoir une écoute, un accueil favorable, pas une présomption ou une suspicion de mauvaise foi ou un procès d'intention, mais dire on va vous aider. C'est comme ça qu'on peut changer aussi les mentalités. Mais bien sûr que c'est comme ça. Mais nos mentalités aujourd'hui, on nous dit que ce sont nos mentalités, mais ce ne sont pas les nôtres. C'est ces mentalités qui existent aujourd'hui au Maroc. Ce sont celles qu'on a héritées du protectorat et d'un cadre. Toutes ces mentalités-là, on va voir en France, on les retrouve il y a 30 ou 40 ans. Donc ce n'est pas les nôtres. Il ne faut pas se tromper de combat et vouloir se battre impérativement pour garder un modèle qui, de toute façon, n'est pas le nôtre à l'origine. Donc quitte à vivre dans un modèle qui n'est pas le nôtre, autant au moins en avoir un qui corresponde à nos réalités et qui puisse nous permettre de réussir. Adapter un modèle de réussite. C'est vrai que le Chapter 11 est un excellent modèle. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises en difficulté, des très grosses entreprises en difficulté, n'hésitent pas à y avoir recours. Ces dernières années, General Motors, qui s'en est sorti, mais Kodak, Toys R Us, c'est peut-être des mauvais exemples parce que sont maintenant quasiment en faillite. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous êtes dans ce chapitre 11, vous êtes complètement protégé de vos créanciers. Ça vous laisse le temps
d'élaborer une stratégie. Est-ce que ça veut dire que c'est l'État qui met de l'argent chez vos créanciers? C'est juste pour qu'on explique un peu. Contractuellement, ça veut dire que, enfin, de manière juridique, l'entreprise n'a plus de problème avec les protéger de ses créanciers. C'est-à-dire que le banquier, il ne peut plus exiger un paiement immédiat. Ça laisse le temps à la négociation entre l'entreprise et son banquier, par exemple, pour trouver justement un refinancement. Ça laisse le temps aux dirigeants d'entreprise de refaire sa stratégie, de se focaliser sur les pôles qui marchent le mieux et se débarrasser de ceux qui ne marchent pas bien. Et effectivement, ça a marché dans le cadre de General Motors, qui à un moment donné n'allait pas bien du tout. S'en est sorti, a été racheté ensuite par Fiat. Mais bon, bref, ça montre quand même qu'il y a possibilité de s'en sortir dans une procédure de sauvegarde. Et pourtant, les dettes de General Motors ne sont pas celles d'une PME ou d'une TPE. Non, c'est clair, c'était très très gros. C'était colossal. Mais un point important à souligner en ligne avec ça, c'est que et c'est pour ça que le besoin de réforme ne touche pas uniquement le livre 5 du Code de commerce. On a encore aujourd'hui au Maroc, classiquement, une entreprise en difficulté. Un entrepreneur ou un chef d'entreprise diligent va voir que les difficultés arrivent, va se dire, bon, je dois réduire un peu la voilure, il faut par exemple que je licencie 5% de mon personnel. Aux États-Unis, ça se fera très bien, on a les outils. En France, on y arrive maintenant avec les ordonnances Macron, on peut organiser ça de manière relativement cohérente et sauver l'entreprise. Au Maroc, ce n'est pas possible. Parce qu'on vous dira, cher monsieur, c'est très bien, vous voulez licencier 5% du personnel, allez obtenir l'autorisation du gouverneur. Donc on va demander au ministère de l'Intérieur de venir voir ce qu'il y a dans votre entreprise et vous dire, on vous délivre ou on ne vous délivre pas. Naturellement, c'est des délais énormes et de toute façon, depuis que cette obligation d'autorisation administrative préalable existe au Maroc, aucune administration, aucun gouverneur n'a jamais donné d'autorisation. Donc on vous bloque, on vous empêche même quand vous le voulez de réformer votre entreprise par l'intérieur en se disant mieux vaut perdre 5% des emplois et en sauver 95 que se battre pour garder ces 5%. Et cette autorisation administrative préalable du ministère de l'Intérieur, donc des gouverneurs, on ne l'a pas inventée, on la tient du droit français, sauf qu'en France, on l'a abandonnée en 86. Depuis 86, on a dit ça ne sert à rien. On s'est rendu compte que c'était totalement contre-productif. Donc on a arrêté cette nécessité d'avoir une autorisation préalable. Au Maroc, on l'a toujours. Elle existe toujours. Et donc vous êtes une entreprise qui voudrait se réorganiser pour des raisons économiques. Au Maroc, ne le peut pas sans l'autorisation du gouverneur. Mais malheureusement, c'est aussi parce qu'on a un marché du travail qui est peu fluide. Contrairement aux États-Unis, quand on licencie 5% de sa masse de l'effectif total, on sait que ces gens-là vont retrouver du travail. Ici, vous licenciez 5% d'une société qui fait plusieurs milliers d'employés. Le marché du travail fait qu'elles se retrouveront automatiquement au chômage. Et ça fait gonfler les statistiques et forcément, ça peut créer davantage de tensions sociales. Donc, c'est vrai que ça peut expliquer aussi ces freins justement au fait de pouvoir licencier plus facilement les salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de continuation de l'entreprise. Mais surtout qu'il y a un backup de l'État aujourd'hui pour les employés qui ont été remerciés, ou en tout cas dans ce genre de situation, l'État s'est engagé à leur fournir... Exactement, il y a l'IPE, mais je comprends bien cet élément de marché pas fluide, mais le problème, c'est que ces mesures-là, si elles ne sont pas prises, ce n'est pas 5% que vous aurez sur le carreau au bout de quelques mois, et c'est pour ça qu'on a ces 90%, c'est que vous en aurez 100%. Oui. Alors, vaut mieux parfois, et c'est ce que je dis assez souvent, il vaut mieux parfois sacrifier quelques emplois pour protéger l'entreprise. Et c'est là, parce que le droit des procédures collectives, au final, ce n'est rien d'autre que cela, c'est arbitrer entre des intérêts contradictoires, et la plupart du temps légitimes tous, les uns et les autres. Dans les situations où on n'a pas de banqueroute, donc de faillite frauduleuse de la part des associés ou des dirigeants, la plupart des situations, ce sont des gens qui, du fait de situations économiques, sont dans l'impossibilité de continuer leur entreprise. Les salariés ont travaillé, n'ont pas démérité et ne méritent pas d'être licenciés. Les créanciers n'ont pas été payés alors qu'eux ont accompli aussi leurs tâches. Donc la complexité, c'est que justement, il faut avoir des mécanismes qui permettent d'arbitrer entre toutes ces revendications qui sont toutes légitimes, mais on doit les arbitrer et les articuler autour d'un objectif qui doit être celui de sauver cette entreprise. Quand on considère qu'elle peut être sauvée, c'est pour ça que le diagnostic doit être posé très en amont, ou quand on considère que l'entreprise ne peut pas être sauvée, alors il ne faut pas faire traîner les choses, et malheureusement, il faut rapidement clôturer. Et c'est pour ça qu'on est très loin dans le doing business, puisque quand nous, on met 4 ans à venir à bout de ce livre 5 et des différentes procédures, dans la zone MENA, donc partie du monde qui nous concerne, on est à 6 mois pour les meilleurs d'entre nous et les meilleurs pays. Donc on est encore très loin. Et c'est véritablement cela où le curseur doit être donné, c'est que le temps de l'entreprise a tellement évolué, les choses vont tellement vite aujourd'hui, qu'il est complètement déconnecté du temps de l'administration.
Et si on veut que nos entreprises marchent et aillent et fonctionnent au rythme de l'administration, on va toutes les tuer. Donc alors, la seule option... Pourtant, il y a une réforme de l'administration et puis beaucoup des procédures ont été digitalisées. On veut que justement l'administration marocaine soit un peu plus 2.0 et un peu plus à l'ère du temps de la création d'entreprises en 2-3 clics, etc. Vous pensez que ce n'est pas suffisant peut-être? Non, il y a ce projet, il y a ces démarches, mais elles sont menées à un train sénatorial. Il faudrait les mener à un rythme un peu plus... On a de bons coureurs de fond au Maroc, il faudrait y aller sur ce rythme-là. Parler du Haouita entre Tanger, entre Casa et Rabat, il faudrait ça. On va voir la LGV. C'est plutôt les années 90. Hein. Oui, on a le LGV ou la LGV qui arrive là incessamment sous peu, on l'espère. Effectivement, il faudrait peut-être aller sur ce rythme-là. Voilà, plutôt que Haouita. Idéalement. Amin Diori. Le problème n'est pas tant la création d'entreprise, c'est le fait de pouvoir durer, de survivre. Et c'est là qu'apparaît les véritables problématiques. Et malheureusement, il y a un problème de fond qui reste, qui demeure, et qui touche l'ensemble des entreprises, c'est celle des délais de paiement. Déjà, prioritairement, ça touche On parle que des délais de paiement, mais il y a autre chose quand même. Il y a aussi que peut-être on gère mal cette entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a cette culture entrepreneuriale assez ancrée dans notre mindset, dans nos esprits au Maroc, pour que on la gère avec vraiment un esprit entrepreneurial et pas seulement de gain? Alors, c'est possible qu'effectivement... On parle que de délai de paiement. Je pense qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui créent leur entreprise, n'ont pas eu suffisamment d'accompagnement, n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, managériales en tout cas, pour comprendre tout ce qui se passe autour de leur activité. Il ne suffit pas d'être un bon technicien ou d'être un bon commercial pour créer une entreprise. Il faut comprendre son environnement, il faut comprendre le financement, il faut comprendre les relations avec les fournisseurs. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre. Et malheureusement, c'est vrai et puis il y a aussi la question de... c'est vrai qu'on entend souvent parler que la création d'entreprise sert aux intérêts personnels du dirigeant d'entreprise. C'est acheter sa voiture personnelle, c'est avec l'argent de l'entreprise, c'est l'absence de transparence par rapport aux deniers de l'entreprise, la confusion des patrimoines. Oui, c'est vrai, et c'est l'excuse que sortent souvent les banquiers. Mais c'est le rôle de qui d'accompagner justement ces entrepreneurs en herbe? Est-ce que c'est le rôle de la CGEM? Parce que finalement, ils représentent en tout cas le tissu entrepreneurial marocain. Est-ce que c'est aussi la responsabilité certainement de l'État ou... Moi, je ne pense pas, ça n'est pas la responsabilité de la CGEM, c'est une responsabilité clairement de l'État. Ah oui. Bien sûr. En France, j'ai travaillé longtemps dans l'accompagnement à la création d'entreprises. C'est l'État qui finance les formations des dirigeants d'entreprise, des futurs dirigeants. Ça les oblige pendant une vingtaine d'heures à poser leur business plan sur la table. Et ça leur permet de réfléchir sur tous les aspects. Mais c'est l'État qui paye. Donc je pense que c'est effectivement l'État marocain d'accompagner nos créateurs pour leur permettre de durer et surtout de croître. J'avais lu une phrase très intéressante d'un start-upper français qui disait une PME, c'est une start-up qui a réussi. C'est exactement ça. Il ne suffit pas de créer une entreprise, il faut la faire croître. Et c'est ça la véritable difficulté. Un dernier mot, Mohamed Khouer. La responsabilité principale, selon moi, elle est liée à l'entrepreneur lui-même, puisque c'est à lui de s'assurer que son entreprise fonctionne correctement et dans le respect du cadre légal qui est posé. Après, la responsabilité de l'État vient en second, puisque l'État est défaillant. Donc j'ai lu ici, on parlait de droit de la faillite en faillite. C'est exactement ça aujourd'hui au Maroc. On a un État qui est défaillant dans le fait qu'il doit assurer un certain nombre d'obligations et de cadres clairs pour pouvoir travailler correctement, et il ne le fait pas. Et il y a une abstention, il y a un rythme qui n'est pas assez élevé dans l'accompagnement, le changement des réformes, la mise en œuvre de nouvelles réformes, le rôle de l'administration comme devant être au service du citoyen et des entreprises, et pas un outil de blocage. Donc il y a une responsabilité très claire aussi de l'État de ce point de vue-là. Mais on a des entreprises qui fonctionnent, il y a des entreprises qui marchent, pour lesquelles ça se passe bien, malgré un contexte très difficile. Ça pourrait marcher mieux si l'État remplissait lui aussi son rôle. Donc quand vous évoquiez tout à l'heure ces situations qui sont caractéristiques de l'abus de biens social. Donc dans ces cas-là, un chef d'entreprise qui confond son patrimoine et celui de son entreprise doit être sanctionné. Là, il n'y a pas tellement de matière à débat. Et on a les textes. La difficulté, c'est justement le rôle de l'entreprise, le rôle de l'administration, de prendre le relais et de sanctionner ces situations-là pour donner un exemple clair à tous. En disant,
il y a un cadre clair, voilà là où vous pouvez intervenir, voici les lignes rouges, il ne faut pas les franchir. Si vous les franchissez, vous serez sanctionné. On n'a pas cet élément-là aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages et on en sait un peu plus maintenant sur le mal-être de nos entreprises à qui on souhaite une meilleure santé pour les années à venir. Merci Amine Diori et Mohamed Okhouer. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis, à toute l'équipe en régie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écho Débat sur Médien TV, Médien TV Afrique.